Les plus anciennes fables connues sont venues de l'Inde. Passant par l'Asie mineure, elles arrivèrent en Grèce au commencement du VIe siècle avant notre ère, où un esclave phrygien qui vivait à Samos leur donna une popularité qui pour lui-même s'échangeait en véritable gloire. Ésope, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Ésope est l'Homère de la fable. Son nom symbolise la fable dans l'Antiquité classique, comme celui d'Homère symbolise l'épopée, avec l'Iliade et l'Odyssée. Un chat nommé Rodilardu faisait de rats telle déconfiture que l'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard passait chez l'agent misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme. Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats d'un chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard, qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche averti, il s'enfuirait sous terre, qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit, je n'y vais point, je ne suis pas si sot. L'autre, je ne saurais. Si bien que, sans rien faire, on se quitta. J'ai maints chapitres vus qui, pour néant, se sont ainsi tenus. Chapitres, non de rats, mais chapitres de moines, voire chapitres de chanoines. Ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter? On ne rencontre plus personne. La fable se continue dans le monde latin, à Rome, avec Phèdre qui traduit les fables d'Ésope, puis en France au Moyen-Âge avec les fabliaux, et surtout le roman de Renard, qui est l'une des premières œuvres littéraires écrites en langue française. Mais en 1668, quand Jean de La Fontaine publie son premier recueil de fables, ce genre est tombé en désuétude. On le considère comme un art mineur. Jean de La Fontaine va lui redonner ses lettres de noblesse. Je chante les héros dont Ésope est le père. Troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous, tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Ce n'est certainement pas un hasard si la toute première fable du premier recueil de Jean de La Fontaine met en scène la cigale et la fourmi. La cigale est l'image même de l'artiste, bohème, insouciant, imprévoyant, mais libre. Tandis que la fourmi a les défauts ou les qualités de la bourgeoisie, économe, travailleuse, prudente.
Jean de La Fontaine est issu de cette bonne bourgeoisie de province, riche, presque noble, et qui cultivait le goût de la littérature et de la poésie. Il naquit le 8 juillet 1621 à Château-Thierry. Et toute sa vie, il fut une cigale. Mais en fait, la moralité de cette fable, que tout le monde connaît, la cigale et la fourmi, ne s'adresse pas du tout à lui. Car si toute sa vie, il a frappé aux portes pour quémander quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle, en fait, il ne trouva jamais porte close et nulle fourmi jamais ne lui refusa son aide. Jean de La Fontaine était un homme heureux. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, fera l'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Bien danser maintenant. À l'époque de La Fontaine, la noblesse s'appauvrissait terriblement. C'est que la vie à Versailles coûtait fort cher. Et tous les nobles de France voulaient vivre à Versailles, près du soleil, Louis XIV. Tandis que la bourgeoisie, elle, s'enrichissait chaque jour davantage. La noblesse gardait ses distances avec la bourgeoisie, mais se laissait approcher par l'élite quand celle-ci avait de l'esprit. D'où l'accueil qu'elle fit à La Fontaine, à Molière, à Racine et beaucoup plus tard à Voltaire. Ce rapprochement entre la bourgeoisie et la noblesse n'alla pas sans quelques excès, sans quelques ridicules, dont se moqua Molière dans sa comédie « Le bourgeois gentilhomme ». La Fontaine lui-même relève le trait par le truchement de cette petite fable que tout le monde connaît. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez, dites-moi, n'y suis-je point encore ?» Nenni, mais voici donc, point du tout. Mais voilà, vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages.